Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bleu Cinéma, épisode 55. Le postmodernisme. Bon, c'est sérieux. Ça doit faire au moins 4-5 ans que, finalement, c'est-à-dire depuis les débuts là, du podcast, que je pense à faire un épisode là-dessus. Mais simplement parce que finalement, je savais pas trop par où commencer. Je savais pas par quel angle aborder le sujet. J'ai toujours reporté le projet. Mais là, l'occasion se présente bien parce que je suis présentement dans un séminaire sur la rétromanie et la nostalgie pop. Bon, c'est ça le nom du séminaire. Puis, c'est ça, là, le détour vers les théories du postmodernisme sont inévitables. Puis, il a donc fallu que je me replonge un peu là-dedans, un peu. Soyons clairs, là, la rétromanie, comprenons-nous, c'est les modes rétro, le vintage, l'anthologie, là, en anglais, le hauntology. Je vais y revenir. Les simulacres, les vinyles, le retour du VHS, les fausses archives, le néo-traditionnalisme, et j'en passe. Bref, toutes des affaires qui sont de proche ou de loin liées au postmodernisme. La rétromanie, là, comme le dit le mot, c'est la folie, la manie de ce qui était avant, du before, du passé. Du rétro, bon, c'est ça. Mais, c'est bien, là, en fait, en pensant à tout ça, tu te rends compte que finalement, c'est bien le problème du postmodernisme que d'être un mot excessivement galvaudé. On entend ça partout. En tout cas, partout. Pas tant que ça, mais quand même, un peu, on entend ça. Puis quand on en parle, on sait pas trop qu'est-ce qu'on jase. Fait que, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est ça. Pour ceux qui, peut-être, traînent finalement dans les endroits les plus tristes de l'Internet, vous l'aurez sans doute remarqué que dans les années passées, il y a une horde de commentateurs empoulés qui ont qui se gênent pas là, d'y aller d'habiles diatribes contre cette soi-disant idéologie postmoderniste. I think almost all postmodernism is a form of projection. Because postmodernism removes the ability of having human universals, of having a universal understanding of what words mean. Everything is shackled by your personal biases, by subjectivity. You need to understand postmodernism because that's what you're up against. And you're up against it far more than you know or think. And it's a much more well-developed and pervasive, pernicious, nihilistic, intellectually attractive doctrine than has yet come to public realization. It absolutely dominates the humanities and increasingly the social sciences in the universities. And postmodernists have this notion that there is no truth. There is no essential truth. There are no essential meanings behind language, behind words. Truth is whatever you want to make it, however you want to define it. Postmodernism is much more like guerrilla warfare, where you don't have a strategy worked out. Ouais, c'est ça, hein, c'est tous ces charmants rhéteurs de l'idéologie qui c'est ça, finalement, garoche le mot postmoderniste à toutes les sauces. Bon, parmi tous ces commentateurs, il y a une chose qui revient, puis qu'on associe au postmodernisme, ce serait une attitude relativiste, finalement. Le postmodernisme serait une idéologie qui voudrait qu'il n'y ait rien de vrai, rien d'objectif, qu'il n'y ait plus de vérité, puis qu'on peut finalement douter d'absolument tout. Ce serait ça que finalement les postmodernistes défendraient. Un relativisme radical. Le plus étrange dans tout ça, c'est que finalement le principal
responsable de la plus récente crise de la vérité depuis presque 10 ans, c'est nul autre que Donald Trump qui figure quand même au sommet de cette nouvelle droite, là. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de confusion. Ce qui est évident dans tout ça, c'est ce contre quoi ces gens-là se dressent. C'est très clair, là. Finalement, je veux dire, ils se dressent contre une gauche progressiste qui, oui, là, est souvent d'inspiration marxiste. Puis, je veux dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Mais le postmodernisme n'a rien à voir au marxisme en tant que théorie sociale, théorie du capital. Finalement, le discours qui se dresse contre le postmodernisme en vient je veux dire, à mettre dans le même paquet autant Bernie Sanders que Michel Foucault ou que le fait de payer des taxes pour une assurance maladie ou des luttes contre les inégalités sociales. Ça fait un melting pot assez, je veux dire, qui, semble être une gauche progressiste mais que ce monde-là, clairement, c'est leur ennemi juré, c'est correct, mais bon. Mais il y a une autre chose aussi avec laquelle souvent on entend puis qu'on mélange, avec quoi on mélange le postmodernisme, c'est finalement la French Theory. Ce qu'on a appelé le post-structuralisme en philosophie. Souvent, tu vas entendre Peterson, Stephen Hicks, puis plein d'autres mentionner maladivement Foucault puis Derrida comme la source du mal du postmodernisme, alors que ce mot-là est littéralement présent nulle part dans l'œuvre de ces deux penseurs-là. Je veux dire, certes, Foucault a pensé les relations de pouvoir au sein de la société civile, mais encore là, c'est des constats, c'est des analyses, c'est des généalogies. Bref, c'est de la philosophie. Ce qui est drôle quand même, c'est que dernièrement, c'est la droite conservatrice anti-vax qui s'est étrangement éprise des idées très, très foucaldiennes qui n'attendent de critiquer le biopouvoir, le rôle du biopouvoir pendant une pandémie. C'est quand même drôle. C'est très postmoderne, justement, en fait. Finalement, Derrida, de son bord, lui, il a pensé des concepts là, comme celui de déconstruction qu'on parle souvent. Ce mot-là qui fait vraiment peur aux lecteurs peu attentifs qui s'imaginent littéralement que le postmodernisme, whatever that would be, chez Derrida, annoncerait une déconstruction du monde, de l'édifice moral de la société. Derrida annonçait pas la destruction du monde, la déconstruction du monde, tant qu'il s'amusait plutôt à chercher la différence avec un A dans des textes littéraires, puis à questionner la tradition philosophique occidentale, éminemment logocentriste. Je veux dire, la déconstruction de Derrida n'a rien à voir avec un démantèlement des mœurs. C'est juste, finalement, une analyse littéraire critique. C'est un mot qui fait peur pour rien, déconstruction. Encore là, si Derrida s'inscrit dans le post-structuralisme, c'est pas parce qu'il cherche à défaire les structures de la société. Le post-structuralisme se situe simplement après le structuralisme, qui était une mouvance philosophique dans les années 60, 50, qui cherchait des structures, des rapports entre des structures, des rapports, des patterns, si on veut, dans la littérature, dans la sémiologie, l'anthropologie, la sémantique, la narratologie, j'en passe, les domaines, aucun domaine n'a échappé au structuralisme. Mais bon, c'est ça. Après, il faut lire Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, Barthes, Baudrillard, Marx, pour comprendre qu'il y a une différence avec un E, entre penser les relations de pouvoir inhérentes au capitalisme contemporain, puis essayer d'orchestrer une invasion idéologique des universités ou de la société. C'est le problème souvent de ces commentateurs-là,
issus relativement d'une droite conservatrice, de toujours s'imaginer le monde en des termes belligérants. Après, moi, ça me dérange pas que Jordan Peterson, Stephen Hicks ou Ben Shapiro partagent leur opinion conservatrice à l'endroit d'une gauche qui déteste depuis toujours. Ils ont le droit de faire ça, c'est pas grave. Mais on peut pas, après, leur accorder l'épithète d'intellectuel quand l'erreur qu'ils répètent sans arrêt quant au mot postmodernisme, de mélanger ça juste avec une gauche progressiste, je veux dire, de faire cet amalgame-là fait juste émerger leur paresse intellectuelle en ce qui concerne leur capacité à comprendre la différence entre constater les effets du capitalisme tardif puis penser que le postmodernisme consiste à dire qu'il n'y a rien de vrai ou que c'est juste finalement une idéologie marxiste camouflée. Le postmodernisme n'est pas un relativisme radical ni une idéologie ni je sais pas trop, une invasion, une incursion d'une gauche marxiste ou peu importe. C'est ce qu'on va voir. Donc, il faudrait commencer par la base. D'abord, le postmodernisme, le mot post, le préfixe post, après le modernisme. Le modernisme, ben, c'est ce qui est moderne. Or, qui est moderne. Le moderne, les temps modernes, c'est d'abord une découpe historiographique. Il y aurait eu la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, puis les temps post-modernes. Bon, sans doute, je sais pas. En tout cas, la modernité en histoire, on part généralement ça avec l'invention de l'imprimerie. Ça dure jusqu'au temps des révolutions, la Révolution française, notamment la Révolution française en 1789. La Révolution industrielle aussi qui arrive dans ce moment-là, qui vient changer la donne un peu. À partir de là, il y a comme une mondialisation du monde qui s'opère à partir du temps des révolutions. Un peu avant, dans les années 1750, en parallèle de la première révolution industrielle, la machine à vapeur, t'as la guerre de 7 ans, qui est peut-être la première guerre mondiale au monde, hein, finalement. La révolution américaine, après ça, à peu près en même temps, finalement. Puis c'est là que vraiment les colonies des empires coloniaux deviennent des véritables pivots financiers. Mais vraiment, la deuxième phase de la révolution industrielle, là, qui est marquée par l'électricité, le pétrole, le gaz, qui s'opère au 19e siècle, vient à vraiment changer le cours des choses. On parle quand même d'une révolution des modes de vie à l'échelle planétaire qui est comparable au développement de l'agriculture au néolithique. Là. Il y aura une brisure solide à partir de ce moment-là. Chemin faisant, pendant le 19e, grosse industrialisation jusque dans les années 1900, qui, à partir de ce moment-là, l'humanité va passer à travers ces deux plus grandes guerres mondiales qui seront littéralement dévastatrices. Deux guerres mondiales qui sont alimentées par des forces colossales de l'industrie. Donc, tout ça finalement pour dire que c'est pendant tout ce temps-là où les temps modernes, en tout cas sur le plan géopolitique, viennent à s'effriter là, tranquillement. On quitte la modernité où les idéaux de la modernité tentent à changer, à se transformer. L'histoire, hein, c'est long, c'est lent. Mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale qu'on observe des changements majeurs quant à la mondialisation du monde. Si je disais que à partir du temps des révolutions, quand les colonies ont pris de l'importance, il y a vraiment une mondialisation des marchés financiers. Après les deux guerres, cette mondialisation-là va devenir
quelque chose de différent. Si au 18e, le monde s'est mondialisé, ben, au 20e, le monde mondialisé a amené son lot de conséquences. Donc, c'est ça. C'est une lente évolution là, qui a lieu, une lente transformation des modes de vie. Mais finalement, toutes ces choses-là sont liées. Je veux dire, c'est pas... quand on dit que la période coloniale du 16-17e a des conséquences jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est pas faux. Je veux dire, on va demander... le sort millénaire des Premières Nations a radicalement changé en dedans de quelques siècles à cause de ça. Il y a un lien direct. C'est pas parce que ça fait 400 ans que ça a plus rapport. Donc, anyway, toute cette période-là, jusqu'au milieu du 20e, mène à la Deuxième Guerre mondiale, qui va vraiment là, mettre le clou dans le cercueil. Puis c'est surtout à partir des années 50-60 que c'est là qu'on va voir émerger le mot postmoderne en littérature puis en philosophie. Faut dire que le postmodernisme, à partir de ce moment-là, c'est plus c'est pas vraiment une découpe historique, tant que c'est plutôt un sentiment, on pourrait dire un vibe shift, un changement de paradigme, tranquillement, là, pas vite, puis qui touche pratiquement tous les domaines de la vie sociale. De l'architecture à l'art, au cinéma, jusqu'à la philosophie, puis à la politique. Puis ce switch-là ne survient pas tout seul. Il y a des raisons, puis on va le voir, mais ça reste que oui, beaucoup de penseurs, à partir de ce moment-là, ont essayé de penser ce switch-là parce que ils ont bien remarqué que puis c'est bien la job des philosophes de noter, de constater ces changements-là. Puis c'est ça, ça a fait en sorte qu'énormément d'auteurs ont parlé de postmodernisme et donc ont été accusés de postmodernisme, puisqu'il semble s'agir d'une accusation par les temps qui courent. Mais finalement, chaque domaine est porteur d'un aspect, est porteur de postmodernité, je voudrais dire. Puis, ça va se développer de façon différente dans chaque domaine, encore une fois, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième, l'Europe en entier est à reconstruire. Puis c'est les États-Unis qui vont venir à la rescousse de l'Europe pour orchestrer ce qu'on a appelé le plan Marshall. 14 milliards de dollars de l'époque, les années 50, qui sont créés de ex nihilo ils sont débloqués, devrais-je dire, pour tous les pays européens, pour qu'ils se refassent un continent. La France, on a donné de l'argent à l'Allemagne aussi. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le dollar américain va devenir vraiment la devise mondiale de la finance. Puis, c'est notamment à ce moment-là qu'on va voir émerger les paradis fiscaux un peu partout dans le monde. Ces législations de complaisance-là vont tenir un rôle crucial dans le développement du capitalisme, à savoir que les richesses mondiales seront désormais jugulées, puis ensuite gérées à partir des endroits hors zone, offshore. Ce qui est arrivé finalement, c'est qu'il y avait tellement de dollars américains en Europe que tout plein de banquiers étrangers d'Europe se sont retrouvés avec des dollars américains. Puis les États-Unis ne voulaient pas que ces dollars-là soient rapatriés aux States. Fait que ça a fini que des banquiers, notamment cet argent-là, s'est concentré à Londres, puis que beaucoup de banquiers anglais détenaient des capitaux américains, puis ont décidé de finalement de gérer cet argent-là dans des paradis fiscaux pour finalement se débarrasser un peu de cet argent-là, puis pouvoir finalement la réinvestir sans créer une crise économique ou je sais pas trop quoi, parce que c'était trop d'argent, ça aurait été trop d'argent à ramener aux États, tu sais. Donc, je veux dire, de créer des paradis fiscaux, de législation faite sur mesure où t'es pas taxé sur tes avoirs, ben, je veux dire,
Ben, je veux dire, quand t'as un shitload d'argent, ben ça aide. Donc, pour revenir, après la Deuxième Guerre mondiale, donc ces paradis fiscaux-là, un peu partout, qui sont souvent des anciennes colonies anglaises d'ailleurs, commencent à émerger un peu partout. Puis c'est là que, finalement, le capitalisme mondial va être, à partir de ce moment-là, complètement téléguidé de l'extérieur, au point où on peut dire qu'à partir des années 50, le capital en croissance complètement effrénée devient complètement apatride. Puis le fait que les pouvoirs politiques nationaux soient complètement corruptibles, puis dépendants de ces immenses détenteurs de capitaux-là, ben ça laisse une impression de vide quant au sentiment politique puis social qu'on a devant soi, puis dans lequel on vit. Le fait qu'on vit dans un système absolument absent, vide, puis apatride, laisse une impression qu'il n'y a absolument rien à faire. Je veux dire, ce sentiment-là n'est pas... on comprend très bien de ce dont quoi je parle en ce moment. Là. Des États qui sont pas capables de légiférer, des multinationales terriblement puissantes qui tirent les ficelles partout, qui font ce qu'ils veulent. Donc, il est où, là? Il est où le pouvoir? On sait pas il est où. Ça laisse ça laisse un sentiment, un vide politique où, genre, qu'est-ce qu'on fait? Le roi, on peut plus lui couper la tête, là. Donc, que faire contre un pouvoir légalement hors d'atteinte qui fait absolument tout ce que bon lui semble à partir de législation offshore, de paradis fiscaux, où finalement le commun des mortels n'a aucunement accès. Ben, et c'est ça. La condition postmoderne, c'est ça. C'est ce sentiment-là de vide. Puis le postmodernisme, dans ce sens-là, en tant que condition de conditions dans le capital tardif, post-industriel, de la deuxième moitié du 20e siècle, c'est lié. Là. Le concept de postmodernisme puis ce capitalisme-là vont ensemble. Donc, contrairement à ce que plusieurs commentateurs semblent décrier, c'est pas une idéologie post-marxiste. C'est simplement un sentiment, une condition, un vibe shift, j'ai dit. Personne ne se cache derrière une manigance postmoderne. Le postmoderne naît d'une ère où le commun, le sentiment d'appartenance au sens large, est appelé à disparaître dans un individualisme de masse, propre au capitalisme mondialisé qui n'habite nulle part. La chose la plus étonnante de toutes ces soi-disant critiques du postmodernisme, qui sont tous à peu près d'allégeance conservatrice, plutôt à droite, c'est le fait que leur porte-parole premier soit Donald Trump, soit le président clairement le plus postmoderne de l'histoire des États-Unis et peut-être même du monde. Je veux dire, quand même, il faut le faire. Un magnat de l'immobilier, star du show business américain, rejeton du népotisme new-yorkais, apatride capitaliste, à la fois défenseur de l'évasion fiscale et défenseur du peuple, rhéteur ou battle rapper accompli, qui obtient le siège politique le plus important du monde, en promettant absolument rien d'autre qu'un mur qui existe déjà, puis en reprenant dans une double nostalgie, dans un effort de simulacre le plus total, le slogan déjà nostalgique de Reagan, « Let's make America great again ». Trump a voulu « Make America great again, again ». C'est quand même assez étourdissant et très postmoderne. Donc, le postmodernisme, c'est une époque, c'est un temps, un mood. C'est pas une conspiration stalino-relativiste radicale. C'est cette époque-là, ce switch postmoderne-là, a donné place, entre autres, à Trump, mais aussi à l'émergence de produits culturels particuliers, à une esthétique. Parce que, oui, c'est ça, il y a une esthétique postmoderne qui... elle aussi est assez prisonnière d'un sentiment nostalgique. On peut penser à des films comme American Graffiti de George Lucas,
Chinatown de Polanski, ou des sitcoms comme Happy Days, qui sont tous des produits culturels là, qui baignent en pleine nostalgie, puis qui recréent des époques très très précises. Jameson, qu'on va parler un peu plus tard, avait appelé ça des films, des nostalgia films. American Graffiti, là, c'est un portrait exact. C'est une remise en scène chirurgicale de l'Amérique de la fin des années 50, début 60. Chinatown, c'est littéralement un film noir des années 40, mais réalisé en 74. On peut aussi penser aux films de Brian De Palma, qui sont tous des genres de remake de Hitchcock, ou plus récemment Tarantino, qui est l'expert incontesté de la pastiche puis du cinéma postmoderne. L'esthétique postmoderne nage là-dedans, dans la récupération. Pour vrai, checker n'importe quel film de Tarantino, c'est du postmodernisme à son paroxysme. Checker Pulp Fiction, Inglourious Bastard, Django, Once Upon a Time in Hollywood, Death Proof. Tous ces films-là sont bourrés de références, de remakes, de pastiches. Je veux dire, en art aussi, on peut penser au travail de Andy Warhol. Le pop art, c'est 100% ancré dans le postmodernisme. Le pop art, c'est la rupture entre le high art puis le low art, la culture populaire. Au point où une canne Campbell devient une œuvre d'art, là. Ou une urinoir. Hein. Marcel Duchamp aussi s'inscrit à fond là-dedans. À savoir où il y a une importante remise en question de ce qu'est l'art. Il y a beaucoup d'ironie là-dedans. Postmodernisme en art, c'est beaucoup l'ironie, la pastiche, qui diffère un peu de la parodie, là. La pastiche, c'est plus un hommage que genre... on n'essaie pas de ridiculiser, tandis que la parodie, on est plus là-dedans. Je veux dire, Tarantino, quand il fait un film western, par exemple, avec Django, qui est d'ailleurs un remake de Django. Mais c'est ça, il va faire un film western sans vraiment en refaire un. Même que parfois, il y a une double ironie où finalement Tarantino va reprendre... justement, c'est ça, il va reprendre des westerns spaghetti italiens qui sont eux-mêmes des espèces de reprises des westerns américains des années 50. Puis je veux dire, dans la culture, ben c'est ça, ça donne lieu au revival des vinyles, des modes vintage. On va faire des collages, des remakes, des références, des hommages, des pastiches, je dis. Le postmodernisme, c'est souvent une courte pointe de produits culturels passés. C'est là qu'on va souvent dire que le postmodernisme s'inscrit en pleine nostalgie. Je veux dire, moi j'ai une radio ici, les deux radios. Une dans la cuisine que j'écoute quand je fais à manger, puis une autre qui me sert de réveil matin. De manière postmoderne, j'ai rentré un objet du passé complètement désuet dans mon présent. J'écoute Radio-Canada ou BPM Sport, je pourrais clairement l'écouter sur mon phone, sans problème. Mais je choisis d'utiliser un vrai radio juste parce que c'est un radio. C'est pas le même feeling, tu sais. C'est comme un vinyle, c'est plaisant de mettre un vinyle sur un tourne-disque au lieu de juste comme cliquer sur un écran touch. Sur un iPhone, genre branché en auxiliaire. Dans les faits, il n'y a aucune raison de favoriser le vinyle au-dessus d'un iPhone, si ce n'est que pour vivre de manière postmoderne, un peu ironiquement, une expérience du passé qui a des paramètres différents, souvent des paramètres relatifs à la physicalité de l'objet. Je veux dire, il y a une mécanique entre le vinyle ou le radio par rapport au téléphone. On le voit pas, mais on le ressent juste par le fait d'utiliser ces vieux appareils-là. Au cinéma, par exemple, on réutilise du vinyle, pas du vinyle, du VHS là, récemment, c'est bien à la mode. Il n'y a rien là-dedans, ça sert à rien, mais c'est juste, c'est nostalgique, c'est ça, on récupère. Donc, c'est ça un peu pour l'esthétique postmoderne, mais il y a quelques
Il y a quelques œuvres importantes à retenir si on va aller à la base du terme postmoderne en littérature. En 1934, il y a Federico de Onís, je sais pas. C'est un espagnol. Qui utilise, je pense que c'est un espagnol. Qui utilise le mot postmoderne, postmodernisme le premier. Onís pense le terme en littérature avant tout. Place le postmodernisme simplement comme une réaction au haut modernisme. Le terme se pense encore esthétiquement un peu plus tard dans les années 70 avec Charles Jenks qui a inscrit le postmodernisme en architecture avec un livre qui s'intitule The Language of Postmodern Architecture. Il y a aussi le livre Learning from Las Vegas, écrit un peu avant, en 72. À partir de ce moment, je veux dire, on pense le postmoderne dans ces cas-là toujours en réaction à l'ultramodernisme de l'architecture Bauhaus notamment, ou l'architecture brutaliste. Là, on se pense à Corbusier, mettons. Là. Le postmodernisme, vraiment, juste ce qui vient après, ce qu'on essaie de briser, si tu veux, un peu les règles très rigoureuses du modernisme. Il y a comme une remise en question un peu de ça. Un peu comme quand Duchamp met un urinoir dans une galerie d'art. C'est juste des questions, c'est tout le temps en rapport à ça. Là, puis tu sais, je veux dire, par exemple, Las Vegas, là, tu sais, mettons... cette image-là, mettons. Là. Je veux dire, pourquoi il y a une colonne là? Pourquoi il y a une colonne de temple, de temple? Pourquoi il y a une colonne romaine là? Je veux dire, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi c'est de même? Ils ont juste, c'est juste c'est un simulacre, tu sais, ça n'a pas rapport. Si je prends cette photo-là, mettons, pourquoi le Sphinx, puis pourquoi le Sphinx c'est à Las Vegas? C'est quoi, pourquoi il y a une tour Eiffel à Las Vegas? Pourquoi il y a une pyramide? Bon, c'est ça. C'est en 79 que le terme va vraiment prendre ses assises claires avec le livre de Jean-François Lyotard. La condition postmoderne, rapport sur le savoir, qui est une étude qui d'ailleurs a été commandée par le gouvernement québécois, qui fait le point sur ce qui se passe quant à la manière dont on fait des connaissances à l'ère d'aujourd'hui, à la fin des années 70. C'est une étude principalement épistémologique, c'est-à-dire sur le savoir, sur comment on fait des connaissances. Puis c'est littéralement un rapport. Hein? Lyotard, il rapporte ce qu'il constate. La thèse principale de Lyotard qu'on cite toujours quand on parle de ce texte-là, c'est quand il dit, je cite, « En simplifiant à l'extrême, on tient pour postmoderne l'incrédulité à l'égard des méta-récits. » Fin de citation. Mais pour complexifier les choses, puisqu'il dit « en simplifiant à l'extrême », Lyotard, dans son rapport, se pose la question « Qui puis comment légitime-t-on le savoir à une ère post-industrielle, à une ère où des multinationales font la course aux informations et aux données? » À cet égard, Lyotard se fait très visionnaire quand il va écrire que, je cite, « Comme les États-nations se sont battus pour maîtriser des territoires, puis pour maîtriser la disposition et l'exploitation des matières premières et des main-d'œuvre bon marché, il est pensable qu'ils se battent à l'avenir pour maîtriser des informations. » Fin de citation. Je veux dire, quand même pas fou. Son étude mériterait un podcast à lui tout seul, mais contentons-nous de dire que Lyotard ne fait que constater les conséquences du capitalisme avancé, du capitalisme tardif, va dire Jameson, à la fin des années 70. Puis Lyotard lie toutes ces transformations de la société à l'émergence des multinationales, entre autres, comme je disais, des paradis fiscaux puis des zones financières offshore. Je cite, « Déjà dans les précédentes décennies, les premières
les premières ont pu mettre en péril la stabilité des secondes grâce à des formes nouvelles de circulation des capitaux auxquelles on a donné le nom générique d'entreprises multinationales. Ces formes impliquent que les décisions relatives à l'investissement échappent, en partie du moins, au contrôle des États-nations. Avec la technologie informationnelle et télématique, cette question risque de devenir encore plus épineuse. Admettons par exemple qu'une firme comme IBM soit autorisée à occuper une bande du champ orbital de la Terre pour y placer des satellites de communication et ou de banques de données. Qui y aura accès? Qui définira les canaux ou les données interdits? Sera-ce l'État? Ou bien celui-ci sera-t-il un usager parmi d'autres? De nouveaux problèmes de droit se trouvent ainsi posés à travers eux. La question « Qui saura ?» Il poursuit « La transformation de la nature du savoir peut donc avoir sur les pouvoirs publics établis un effet de retour tel qu'elle les oblige à reconsidérer leur rapport de droits et de faits avec les grandes entreprises et plus généralement avec la société civile. La réouverture du marché mondial, la reprise d'une compétition économique très vive, la disparition de l'hégémonie exclusive du capitalisme américain, le déclin de l'alternative socialiste, l'ouverture probable du marché chinois aux échanges et bien d'autres facteurs sont déjà, en cette fin des années 70, venus préparer les États à une révision sérieuse du rôle qu'ils avaient pris l'habitude de jouer depuis les années 30 et qui était de protection et de guidage, voire de planification des investissements. Fin de citation. Lyotard pose la question du savoir, puis c'est d'ailleurs justement là qu'on va faire des réductions abusives quand on parle de postmodernisme, à savoir que le postmodernisme serait une sorte de relativisme radical. Pour les postmodernistes, il n'y aurait plus de vérité. Drôle d'idée, encore une fois, quand on voit des gars comme Trump parler sans arrêt de fake news puis de faits alternatifs. C'est qui le relativiste ici? Si je peux donner une chose à Trump, c'est le fait qu'il a clairement fait émerger la crise du savoir que Lyotard notait. Finalement, il donne raison plus que jamais. Si les conservateurs critiquent les soi-disant postmodernistes en faisant d'eux des relativistes radicaux, c'est juste parce que la société civile actuelle, sous le joug d'un capitalisme mondialisé qui transforme toutes nos relations à l'information et à notre rapport au monde, est elle-même en crise. Le conservatisme, tout autant que le progressisme, est en crise. Les métarécits, autant socialistes que traditionnalistes, sont appelés à s'effriter au profit d'un capitalisme homogène, hégémonique et hyper normalisateur. C'est là qu'on va voir une gauche se rabattre sur des combats sociétaux identitaires en oubliant de critiquer radicalement le capitalisme, puis qu'une droite va, pour sa part, se rabattre souvent sur des conspirations un peu étranges au lieu d'être simplement de droite conservatrice, whatever, comme il y en a toujours. Mais c'est ça. Une dernière autre chose sur la remise en question des métarécits, des vérités universelles. C'est là surtout qu'on note une rupture claire avec l'esprit moderne. Si le moderne est marqué par la mondialisation des politiques et des États coloniaux, la philosophie moderne issue des Lumières cherche aussi une vision du monde campée dans des idées d'universel puis de grande vérité. C'est le propre des Lumières, le projet universaliste et tout ça. Là. C'est très moderne, ça. C'est surtout ce qui va venir à s'effriter gravement après la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc ça ce que Lyotard il parle quand il dit une caractéristique de l'ère postmoderne, c'est l'érosion des grands récits. C'est ça. Puis il y a un autre auteur étrangement qu'on ne cite jamais lorsqu'on fustige aveuglément le postmodernisme d'être la cause de tous les maux de la civilisation occidentale. C'est l'Américain Frederick Jameson qui a très explicitement pensé le postmodernisme, non pas encore une fois en tant que plan machiavélique d'une gauche radicale post-marxiste, mais il a plutôt pensé en tant que constat, un constat de la condition de chacun dans le monde contemporain, surtout depuis la Deuxième Guerre. Jameson est un des principaux auteurs qui ont réfléchi au postmodernisme. Frederick Jameson écrit un livre qui a pour titre « Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism ». Le titre n'est pas anodin parce qu'il explique très bien c'est quoi le postmodernisme. C'est la logique du capitalisme tardif, c'est-à-dire du capitalisme contemporain, post-industriel de la fin du 20e siècle et du 21e. Il y a le même genre de constat que Lyotard ici quand il essaye de comprendre finalement comment le monde a changé en fonction de l'évolution du capitalisme.
Son livre cherche finalement juste à analyser comment la société a changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans un article écrit un peu plus tard qui s'intitule Postmodernism and Consumer Society, Jameson va donner 2 caractéristiques principales au postmodernisme. Je cite, First, most of the postmodernisms mentioned above emerge as specific reactions against the established forms of high modernism. Against this or that dominant high modernism which conquered the university, the museum, the art gallery network, and the foundations. The second feature of this list of postmodernisms is the effacement of some key boundaries or separations, most notably the erosion of the older distinction between high culture and so-called mass or popular culture. Je parlais de pop art tantôt, là. Voilà. Mais le postmodernisme, c'est plus qu'une esthétique. Jameson écrit « It is also, at least in my use, a periodizing concept whose function is to correlate the emergence of few formal features in culture with the emergence of a new type of social life and a new economic order, what is often euphemistically called modernization, post-industrial or consumer society, the society of the media or the spectacle, or multinational capitalism. This new moment of capitalism can be dated from the post-war boom of in the United States in the late 40s and early 50s, or in France from the establishment of the Fifth Republic in 58. Comme Lyotard le notait très bien, le postmodernisme est lié intrinsèquement au destin des multinationales et du capitalisme apatride, mondialisé et post-industriel. En conclusion, Jameson va écrire « As I have suggested, Marxists and non-Marxists alike have come around to the general feeling that at some point following World War II, a new kind of society began to emerge, variously described as post-industrial society, multinational capitalism, consumer society, media society, and so forth. New types of consumption, planned obsolescence, an ever more rapid rhythm of fashion and styling changes, the penetration of advertising, television, and the media generally to a hitherto unparalleled degree throughout society, the replacement of the old tension between city and country, center and province, by the suburb and by universal standardization, the growth of the great networks of superhighways and the arrival of automobile culture. These are some of the features which would seem to mark a radical break with that older pre-war society in which high modernism was still an underground force. I believe that the emergence of postmodernism is closely related to the emergence of this new moment of late consumer or multinational capitalism. I believe also that its formal features in many ways express the deeper logic of this particular social system. Chez Jameson, c'est juste clair que la société s'est transformée, marxiste et non marxiste confondus. Le postmodernisme, c'est pas une idéologie, c'est un vibe, hein, c'est un mood, c'est le zeitgeist, c'est l'esprit du temps, puis personne n'y échappe vraiment. C'est la condition postmoderne, c'est-à-dire la condition du monde dans le capitalisme avancé qui a dépassé les limites de l'entendement. Les critiques du postmodernisme, dont je fais mention depuis le début, mélangent 2 choses. C'est que c'est une chose de dire que le capitalisme devrait s'effondrer parce qu'il est fondamentalement mauvais, comme le dirait un marxiste assumé. Mais c'en est une autre que de dire que le capitalisme mondialisé change toutes nos manières de penser, de faire de l'art, de faire tout court, de faire de la politique, et j'en passe. Si les conservateurs se plaisent souvent à rappeler les faits objectifs, eh bien en voilà un. Le capitalisme change tout, modèle toutes les facettes de notre vie. Those are the facts, comme il dirait. Dans la culture, le postmodernisme se manifeste par des symptômes tels que des phénomènes rétromanes, comme les modes vintage, les nostalgia films, comme j'ai dit. Le retour des affaires anciennes, là, tout ce qu'on peut appeler finalement l'anthologie, the hauntology. C'est comme si l'ère du capitalisme tardif nous forçait à faire du surplace. La phrase de Mark Fisher qui a piqué à Slavoj Žižek résonne ici à merveille, qui dit « C'est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme ». Eh bien, en effet, le monde étant devenu si totalement
noyé dans le capital. Il n'y a plus moyen d'inventer quoi que ce soit d'autre sans annihiler le monde entier. C'est sans doute pour ça qu'on réutilise un remake, remix, qu'on récupère, qu'on rétro-fait. Parce que il nous reste finalement juste ça qu'à nous camper dans des vieilleries, à défaut d'aller de l'avant, sachant qu'on sait que ce qui s'en vient est la même chose. C'est la grande différence avec l'esprit moderne qui était obsédé par le nouveau. Le postmodernisme ne sait plus inventer quoi que ce soit. Il imite des imitations, il opère dans le simulacre le plus total. Or, tout ça semble se poser en un grand problème. Pourquoi sommes-nous si prisonniers du passé dans le présent, au point où notre présent est juste une courte pointe de morceaux du passé? Il n'y a pas à dire, le postmodernisme est pathologiquement nostalgique. On le voit clairement en politique avec la montée des extrêmes droites un peu partout dans le monde qui nagent justement en pleine postmodernité. Puis aussi à gauche où finalement il n'y a absolument aucun projet de société, il n'y a aucune utopie à gauche. C'est quand même drôle, une gauche qui est même plus utopique. Je veux dire, il n'y a pas que la droite qui subit les conséquences du postmodernisme. Ou qui se perd finalement dans la nostalgie ou dans du surplace. Donc, en manque de grands récits, de tous les côtés, on remixe le passé dans un recyclage plutôt insipide. Puis sinon, il va rester des politiques libérales, de la médiocrité, de l'extrême centre, qui échouent de vendre aux électeurs leur idéologie capitaliste mal camouflée puis toujours plus grise. En culture, c'est là qu'on va dire que tous les films se ressemblent. En musique, que ça sonne toujours pareillement usiné. Que les galeries d'art sont remplies de pastiches ironiques qui font finalement juste ricaner une couple de bourgeois cultivés. Mais bon, puis je vais finir avec ça. Comment sort-on de ce surplace complètement schizoïde et nostalgique que semble être le signe principal de la postmodernité? On va essayer d'y répondre ultérieurement. On va dormir là-dessus. Mais si la postmodernité vient après le modernisme, qu'est-ce qui vient après la postmodernité? Là, ça c'est une bonne question. On se laisse là-dessus.